Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces. Le Chili, c'est un pays où est-ce que la lumière est complètement différente ici, à cause de... C'est un pays très montagneux. Montréal, c'est une géographie très, très flat. Il n'y a pas de montagne comme Chili. Alors la lumière est complètement différente. Quand je suis arrivé ici, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est la différence d'architecture par rapport à ma culture, où est-ce que je viens du Chili. J'étais très, très surpris avec Montréal quand je suis arrivé l'année 82. Alors, je suis allé faire beaucoup de peintures urbaines, beaucoup de les églises, les corniches, les monuments patrimoniaux. C'est ça qui m'a inspiré beaucoup au niveau de qu'est-ce que je fais comme art, qu'est-ce que ça m'a inspiré. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission de Mosaïque. Merci encore d'être là. Je reçois un homme aujourd'hui qui est habité par deux passions, celle du soccer et celle des arts. Bien, je vais m'adresser aujourd'hui plus à l'artiste Alejandro Sen. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être là, Alejandro. Merci à vous, ça fait plaisir d'être ici pour cette entrevue-là. Alejandro, partons du début. Tu as quitté ton Chili natal en 1982 pour venir t'établir ici au Québec. Quand tu es descendu de l'avion, est-ce que tu es descendu et tu étais déjà en toi un artiste? Non, du tout. Je ne suis pas un artiste. Non? Vraiment, moi, mon premier savoir, les années 82, je me suis entraîné comme joueur de soccer jusqu'à 20 ans. J'étais pour être un joueur professionnel. J'étais rendu avec des agents au Chili. Je jouais 7 jours par 7, je m'entraînais au moins 6 heures par jour, à tous les jours, 7 heures du matin, faire du jogging. Tout comme un vrai professionnel de soccer. OK. Alors, quand je suis rendu ici au Québec, à Montréal, non, c'était comme... tu étais un joueur de soccer. Oui, j'attendais encore avoir un suivi de ma carrière, mais par contre, je me rencontrais avec la grande surprise qu'ici, dans ce temps-là, il y avait une équipe de soccer qui s'appelait le Manic. Manic de Montréal, bien sûr. Puis il y avait des équipes de soccer dans la communauté chilienne, dans la communauté italienne, grecque. On jouait, puis bon, en fait, je me suis essayé comme joueur de soccer avec le club Manic, avec M. Mindrou. OK. J'étais allé pratiquer 2 fois. Mais l'année 82-83, je pense que le Manic est disparu. C'est disparu, exactement. Disparu, puis il n'y en avait plus de ligue professionnelle. Parce que Manic faisait partie de ligue avec les États-Unis. Okay. Il y avait des équipes qui venaient de Floride, ouais. de New York. Ouais. Alors, un peu comme la MLS aujourd'hui, mais à l'époque... oui, ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Mais on passe comment de son rêve de jouer au soccer à celui d'artiste? Parce qu'aujourd'hui, on te connaît comme un artiste prolifique qui participe à de nombreux projets en médiation culturelle, qui expose oui, et tout. Oui. Moi, je vais t'expliquer que dans le fond, je suis arrivé à être un artiste, c'était comme un peu superficiel de dire ça, mais par hasard. Okay. En fait, je trouvais... le destin, dans le fond, il m'a mené une surprise tant qu'humaine, que, dans le fond, quand ça m'a piqué la piqûre de devenir un artiste, c'était par coïncidence. En fait, j'ai eu beaucoup de changements quand je suis rentré ici au Québec. Puis je pourrais dire aussi que c'était un peu dur, un peu. Mm-hmm. Je ne veux pas dire que c'était une dépression, avoir arrivé ici... mais c'était pas loin de ça, à cause que j'avais perdu ma conjointe, que c'était une femme, que c'était mon premier amour, dans le fond. Elle, qui était supposée de venir ici au Canada, mais qui est restée au Chili. Au Québec. Puis là, on était en train de se marier même par distance. Moi, je travaillais ici 5 mois après. Je faisais comme tous les immigrants. Mm-hmm. La vaisselle, je travaillais au McDonald's. Pour ramasser des sous pour l'envoyer, pour payer son billet d'avion. Ah, ouais, OK. On était rendus là. Mais d'un jour à l'autre, il m'a dit « Non, tu sais Alejandro, je ne vais pas au Canada. Oh. » Puis là, dans ce moment-là, quand j'ai reçu cette nouvelle-là, c'était pas mal fort. Tu sais, je me sentis comme vraiment mal. Délaissé aussi, en même temps? Délaissé, puis
c'était pas dans mon schedule, si on veut dire, dans qu'est-ce que j'avais pensé que ça pouvait m'arriver, non plus avec elle, parce que l'amour, c'était réciproque. C'était quelque chose que c'était à deux, un projet à deux, on s'en vient au Canada, on avait tout planifié du début à la fin. Mais là, par contre, tu sais, c'est comme ça peut arriver. Ça m'est arrivé à moi, ça arrive à tout le monde à un moment donné. Il n'y a rien sûr au niveau des relations de couple. Mais est-ce que c'est l'art qui t'a permis de sortir de cette période-là? Et voilà. Justement, tu es en train de dire ce que je voulais t'expliquer, que dans le fond, je me sentis une période tellement tout seul, avoir perdu toutes mes racines au Chili, mes amis. J'étais tout seul ici, puis aussi mon amoureuse qui s'appelait Pilar. Donc, dans ce moment-là, la unique manière de faire la transition dans ma vie, c'était dessiner. Okay. Puis, en fait, c'est aussi une anecdote quand je suis la raison qu'elle était avec un autre homme qui est un artiste. Puis c'est un peintre. Fait que là, je me suis vraiment... un défi, mis au défi? C'est devenu comme un défi. Okay. Je n'étais vraiment pas content. Moi, j'étais un joueur de soccer, où est-ce que toujours, dans les équipes que je jouais, c'était comme les meilleurs toujours dans le soccer. Je m'avais entraîné pour être le meilleur toujours. Mais dans l'histoire de la peinture, c'était pas du tout ça. Fait que là, j'étais allé voir qu'est-ce que c'est. J'étais allé au Mar de Seine, m'acheter des matériels, m'acheter un bloc. Je commençais à dessiner, puis là, tout à coup, je dessinais, puis là, c'était comme une, comment on dit ça, une relation folle avec les premières Mais tu réussis à t'exprimer, j'imagine, à travers tes premières œuvres, exprimer ce qu'il y avait en toi. Mais en sortir de mon obsession de penser qu'elle n'allait pas venir ici au Québec. Puis je sais que tu as apporté des toiles ici, parce que je les vois du coin de l'œil. Est-ce que c'est ces toiles-là qui représentent peut-être... Parce que je vois que les couleurs sont beaucoup plus sombres que les autres toiles qu'on voit aujourd'hui. C'est ces premières œuvres-là, donc, qui ont émergé de cette... Oui. Et voilà, c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé, parce que les années 80 jusqu'à 90, je travaillais au niveau expérimentalement. Okay. Je ne pourrais pas dire que tout de suite ça donnait, puis que j'exposais, puis que le monde m'achetait des tableaux. Puis, tu le faisais pour toi? Je le faisais pour moi en tant que recherche. Okay. Je n'étais pas sûr de moi-même non plus. Okay. Mais à mesure que je continuais à dessiner, je voyais que l'entour, le public, mes amis que j'avais ici au Québec, ils commençaient à dire « Waouh, tu dessines bien, c'était intéressant, combien ça coûte ce dessin ?» Je ne vends pas mes toiles, je le fais juste pour moi, puis je suis en train de faire une recherche au niveau de qu'est-ce que j'aime ça faire. Je le faisais pour le plaisir de le faire, dans le fond. Puis aujourd'hui aussi, je le fais pour le plaisir. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas sûr de moi-même. Et là, tranquillement, on t'a vu qu'il y avait un intérêt pour tes toiles, qu'il y avait un regard autre sur tes toiles. Il y avait du monde qui, tout de suite, ils voulaient m'acheter des toiles, des papiers. Dans le temps, ce n'était pas des toiles, c'était... Même dans des papiers, parce que je n'avais pas l'argent pour acheter les matériels non plus, ça coûtait cher les matériels. Je prenais des papiers que ça avait à l'allure d'un bon papier, puis je dessinais, puis dans le fond, des fois, ça se trouvait que c'était un papier que c'était pas un papier noble pour faire des dessins, mais je les vendais, OK, $40, $50, je ne m'en souviens même pas combien, $200. Mais est-ce que cette nouvelle approche-là, des gens qui apprécient tes toiles, est-ce que ça change la façon de... Ça m'a rassuré, dans quelque part. Ça m'a rassuré pour après... en fait, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'à mesure que ça passait les années, je commençais à avoir une relation avec le côté de la création que ça me faisait super bien. C'était comme un mode de vie. Art-thérapie, dans le fond. Ouais. À quel moment que tu vois qu'il y a eu la deuxième phase qui t'a amené finalement à ce que tu fais aujourd'hui, mais la deuxième phase, tu peux l'expliquer de quelle façon? La première étape, on va dire 90 jusqu'à l'année 90. Après 90 jusqu'à l'année 2000, je suis allé faire l'université. L'université du Québec, à l'UQAM. Je suis allé étudier parce que je me suis dit, bon, je savais déjà que je voulais devenir professionnel, puis m'investir 100% dans les arts. Le soccer, c'était déjà oublié. Je le faisais juste pour le fun. Avec les amis, je jouais dans des équipes. Là. Je continuais à m'entraîner pareil pour garder quand même le physique et être en forme.
Mais je commençais à prendre plus au sérieux. Puis les années 90, entre tout ça, je me suis dit, il faut que j'aille à l'université. Puis là, je suis allé à l'université. Je n'ai pas fini mon diplôme, j'allais pour un certificat. C'était pour rencontrer les professeurs, puis avoir des pistes par rapport à qu'est-ce qu'ils pensaient de qu'est-ce que moi je faisais. Une opinion professionnelle sur Et ton voilà, art. sur ce que j'avais déjà fait. Puis me trouver avec un format comment dire ça, expérimental au niveau universitaire, savoir qu'est-ce que c'est les différents médiums comme outil, qu'est-ce que c'est l'opinion des professeurs, qu'est-ce que c'est travailler dans l'université. Puis après avoir presque fini, parce que dans le fond, j'aurais pu l'avoir fini, mais il y avait un cours que ça ne m'intéressait pas dans ce temps-là, que c'est la pédagogie. Faire la pédagogie, c'est l'unique cours que je n'ai pas fait dans le fond. Et en raison de c'est cela, pour ça que tu n'as j'ai pas mon diplôme. pas le bout de papier, mais tu as la connaissance qui t'a permis d'améliorer tes toiles. Puis, le feedback des professeurs, c'était très, très important pour moi parce que je trouvais que j'avais un professeur italien, j'avais un professeur, je ne sais pas si c'était un japonais ou chinois, là, mais tout le temps il disait Alejandro, bravo. Tu fais de bonnes affaires. Là. Mais à quel moment, Alejandro, tu as découvert que tu avais ta propre signature, ta propre couleur? Regarde, dans la première période, quand je te dis expérimentalement, au niveau de... On faisait beaucoup de portraits. J'allais chercher beaucoup l'humain, le sentiment des expressions au niveau dans ce contexte-là. Mais après, je commençais à faire la peinture urbaine au niveau de les architectures, au niveau de... Puis là, je pense que après avoir passé au début, faire beaucoup de portraits de personnages et tout ça, après je tombais sur la peinture semi-abstraite. Puis dans ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est ça que ça pourrait être intéressant pour le public. Plus que les côtés, les premières années expérimentales, c'était beaucoup plus sombre, plus obscur, plus l'intérieur de l'être humain, qu'est-ce qu'il ressentait, les expressions, mais quand même avec une porte de sortie. C'était pas obscur dans la mauvaise connotation. Et aujourd'hui, tu es beaucoup dans l'abstrait. Je vois tes toiles, tu nous as apporté des toiles que tu as fait récemment et que tu es en train de faire. Celle que je vois derrière, là, justement, ça c'est... Dans le fond, après les années 90, à partir de l'année 2000, j'en avais beaucoup d'essence au niveau de style. J'avais semi-abstrait, j'avais la tendance à faire des portraits que c'était intéressant. J'avais le côté abstrait absolument, que c'est ce que je fais aujourd'hui. Puis semi-abstrait aussi, dans le fond, c'est toutes des lignes différentes que, dans le fond, je suis capable de faire d'une manière professionnelle, si on veut dire. Alejandro, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te souhaite un excellent voyage au Chili. Puis ça me fait un énorme plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un grand honneur. On sera ici pour t'accueillir et goûter à ton sirop d'érable. Merci. Salut, merci. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Bye-bye. On se retrouve dans la grande et magnifique demeure de la Maison Tressler et je suis accompagné de Louise Leblond-Vallée, qui est directrice de la Fondation de la Maison Tressler. Louise, bonjour. Bonjour, Patrick. Merci de nous accueillir dans cet objet historique incroyable. C'est bien gentil. C'est un plaisir. Louise, aujourd'hui, on pourrait aller dans plusieurs endroits. On pourrait parler de l'aspect historique. On pourrait parler de Jean-Joseph Tressler, ce mercenaire allemand à la solde des Britanniques qui est venu ici au tournant du 18e, qui a construit la maison, bon, tout ça. Ça, c'est un aspect très important, mais aujourd'hui, moi, j'aurais envie de discuter avec toi plus de la fondation de la maison et un peu plus de la gestion au jour le jour de cette maison-là. Parce que tu me disais récemment, bon, il y a certaines fois, certaines occasions que les gens vous disent « Ah, c'est le fun, vous êtes chanceux, vous pouvez marcher dans la maison, la vivre et tout », mais est-ce que c'est vraiment une chance? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail puis que le petit canard, les petites pattes se font aller dans l'eau. Comment ça se passe exactement ici dans la maison? Dans la gestion de la maison puis d'en prendre soin de cette maison-là? Alors, les revers, les dessous ne sont pas toujours faciles parce que nous, notre principal mandat, c'est de conserver cette maison pour qu'elle perdure pour les prochaines générations. Donc, au quotidien, c'est pas facile, c'est de trouver les sous. Les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'une maison comme ça, simplement en chauffage, c'est souvent plus que 20 000 $ par année.
Donc, il faut en faire des activités, il faut aller faire des quêtes un peu partout. Fermer les fenêtres l'hiver. Oui, fermer les fenêtres et tout ça. Alors, les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'une maison comme ça, le coût réel d'opération. La mission première, c'est de préserver la maison. Oui, exactement. Donc, c'est notre principal mandat. Oui. Et de l'habiter et de la faire découvrir aux gens. De faire en sorte que les gens connaissent son histoire et puis nous, de s'assurer vraiment qu'elle soit vraiment restaurée selon les règles de l'art parce que naturellement, elle est reconnue comme un bâtiment de haute importance architecturale par le fédéral et le provincial. Et puis, naturellement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand quelque chose, on a surtout pour la structure extérieure. L'intérieur, c'est un peu plus facile, mais l'extérieur, on doit vraiment demander des permissions et c'est pas évident. On a protégé les rives au début de l'année, cette année, et c'était un travail de 3 ans. On a failli échouer à cause du ministère de l'Environnement. On a dû faire des fouilles archéologiques en saison hivernale et puis il fallait faire l'enrochement avant le 1er mars, obligatoirement. Et puis, on avait eu une permission de Parc Canada pour extensionner la possibilité de la fameuse subvention obtenue. Et on a failli la perdre, mais on est arrivé à le faire. Mais je dois vous dire que ça a été assez difficile parce que plus ça va, plus on perd du terrain. Et là, ça s'approche de la maison. Donc, il faut vraiment consolider les rives pour justement protéger le bâtiment. Mais justement, quand on arrive devant une situation comme celle-là où on voit qu'il y a un problème évident, là, parce que vous le voyez au quotidien, c'est quoi la première pierre à ce travail-là? C'est les plans avec ingénierie. Les plans ont été refusés 3 fois par le ministère de l'Environnement. Des permis, parce qu'il faut respecter aussi les hautes eaux. Il y a bien des choses à prévoir. Heureusement, nous, on a eu aussi l'aide technique de la Ville de Vaudreuil-Dorion parce que moi, comme gestionnaire, j'ai pas tous les métiers et c'est vraiment pas mon domaine, je dois vous dire. La restauration, surtout l'aménagement des rives. Donc, il faut faire confiance aux gens qui sont engagés, faire valider. Et puis, mon conseil, j'ai un très bon conseil d'administration. J'ai 2 ingénieurs sur le conseil d'administration. Donc, ces gens-là ont été aussi très aidants à ce niveau-là. Mais dans ce cas-ci, heureusement qu'il y avait 2 ingénieurs, parce que si, bon, la maison, on le sait, quand on se promène dedans, on sent le passage du temps, on sait que nous-mêmes, on est de passage, puis il y a eu une direction avant vous, il y en aura une après aussi, mais si on ne se retrouve pas justement avec les bonnes personnes, par exemple dans le conseil d'administration, bien là, il faut trouver une façon d'aller chercher l'expertise ailleurs, puis souvent, j'imagine, ça demande des sous. Exactement, oui. Comme nous, on a eu la chance aussi, les administrateurs ont demandé à Mme Michaud de faire un carnet de santé. Donc, elle a vraiment regardé tout, électricité, bâtiments, les fenêtres. C'est celle qui avait été l'architecte pour notre restauration de toiture en 2002. Donc, elle connaît bien la maison. Donc, elle a fait un carnet de santé qui est complet. Mais simplement commencer par le début parce qu'on doit y aller par étapes. Ça va prendre plusieurs années avant qu'on puisse... Puis ça sera toujours à recommencer de toute façon. Oui, c'est ça. Toujours. Toujours à recommencer, toujours à trouver. C'est pour ça aussi qu'ici, on a des concerts, on a le marché de Noël, on a des expositions. Vous devez un peu vous réinventer, vous devez trouver des moyens d'aller chercher des sous pour simplement la faire fonctionner. Parce que, je me rappelle quand vous avez rénové le toit, oui. C'est un coût faramineux. Oui. Je veux dire, fait que ça, c'est des sous qu'on va chercher de différentes façons. Par exemple, les subventions, est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que ça... Le toit, ça avait été subventionné par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. La Ville et la MRC nous ont aidés. C'était une subvention 75-25 et puis un règlement d'emprunt sur 10 ans. Alors, c'est sûr. Et puis, on a eu aussi des imprévus parce que lors de la restauration, la cheminée, justement, celle-ci, les pierres se sont écroulées. Donc, c'était un 40 000 supplémentaire additionné aux 450 000 de restauration de la toiture. On a eu des contaminations parce qu'il y avait des petites chauves-souris qui habitaient en dessous du toit. Donc, la laine minérale était à se débarrasser. C'était un 2 mois et demi de décontamination avant de commencer les travaux. Alors, c'est ça. C'est au jour le jour et puis des imprévus. Il faut s'y faire, il faut être patient. Il faut... la restauration a duré presque 1 année, mais en plus, les inconvénients, c'est que nous, on loue l'espace.
Et puis, les gens à qui on a loué la maison pour mariage ou qu'importe avaient signé des contrats, mais on ne pouvait pas prévoir que la restauration de la toiture serait... Alors, les travaux autour de la maison, c'est pas évident pour même notre fonctionnement quotidien, là. Alors, nous, on doit rester ouverts. Ben oui, puis justement, en restant ouvert, parmi les façons d'aider, les gens peuvent venir voir les expositions quand elles ont lieu. Puis là, je sais qu'il y a le concert de Noël le 6 décembre à l'église Saint-Michel. Oui, Donc... ça, c'est un concert bénéfice qui nous aide à financer la maison, comme le marché de Noël. On a depuis quelques années, on fait le Tressler Fest, le fameux festival de bière. Ce sont des événements majeurs pour nous aider. Là, cette année, c'est Georgia Fumanti qui va assumer le concert à l'église Saint-Michel et on va avoir la participation du chœur Esperanto, le chœur de la région, de notre région, qui va faire quelques pièces avec Georgia. Donc, ça sera vraiment un concert féerique. Et puis, en plus d'être magique, féerique, bien, ça nous aide, nous, à nous financer. C'est notre dernière activité de l'année 2018. Bon, bien, c'est un rendez-vous. Bien, merci beaucoup, Louise. Dans un prochain rendez-vous, on parlera assurément de tous les autres aspects de la maison, notamment l'aspect historique. Merci infiniment. Quant à vous, bien, je vous invite à aller au spectacle le 6 décembre à l'église Saint-Michel, puis on se retrouve dans une prochaine émission. Salut!